Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde qui inaugure donc l'exposition Zizania que vous avez peut-être eu le temps de découvrir donc à l'étage inférieur. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous en résume rapidement le concept. Zizania, c'est une exposition où nous avons mélangé des œuvres d'art réalisées par des artistes humains et des œuvres d'art qui ont été générées par intelligence artificielle avec l'aide de 3 étudiants de l'école des mines. Ces différentes œuvres d'art sont mélangées sans cartel, donc vous n'avez aucun indice vous permettant de savoir qui a fait quoi, et vous êtes donc invité à vous interroger et à aller vérifier la question à la réponse qui vous est posée. Est-ce une œuvre générée par un artiste ou par une intelligence artificielle? Donc soit avec un QR code qui se trouve dans l'exposition physique donc, que je vous mentionnais à l'étage inférieur, soit sur l'e-musée, donc le musée numérique des bibliothèques de l'Université de Lorraine, où vous pouvez aller directement consulter également cette exposition. Et donc, vous aurez les réponses et du contenu additionnel en ligne. Alors pour cette table ronde, nous allons nous interroger sur une thématique très simple qui est de savoir si l'intelligence artificielle, qui offre des possibilités vraiment très étendues en matière de création d'œuvres d'art, eh bien, est-ce que l'intelligence artificielle va invisibiliser les artistes ou pas? Je propose qu'on démarre peut-être par une question à Olivier Ageron, si je peux récupérer ma feuille. Olivier Ageron qui a déjà un micro. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc Olivier qui est professeur d'art à l'ENSAT, qui est également historien d'art. Et pour démarrer cette table ronde, je pense qu'il faut commencer par la question de base qu'on a mentionnée tout à l'heure. Est-ce que l'IA, à votre avis, va virtualiser l'artiste? Est-ce que l'IA est une chance pour l'art ou plutôt un danger? Alors c'est une question assez complexe et je pense pas que je vais y répondre tout de suite non plus. Pour le moment, j'aurais tendance à dire qu'on n'en sait encore rien. Pour moi, l'IA, c'est un outil comme un autre dont on commence seulement à avoir, on va dire, des développements grand public. Certains artistes s'en emparent déjà. On voit que ça a énormément de possibilités et de puissance. Après, je pense pas que ça va invisibiliser les artistes. Les artistes sont toujours présents. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour de l'IA et autour de production entre guillemets d'œuvres d'art. Est-ce que ce sont des œuvres? Est-ce que ce ne sont pas des œuvres? Est-ce que les personnes qui rédigent des prompts, est-ce que ce sont des artistes ou pas? On voit qu'en fin de compte, de toute manière, la machine, elle est pas capable de produire quelque chose s'il n'y a pas eu une intention derrière. Est-ce qu'on peut après décider que c'est une œuvre d'art ou que c'est un artiste qui a derrière? Ça, c'est des questions qui sont peut-être un petit peu trop brûlantes pour le moment, et je pense qu'il va falloir y réfléchir. En histoire de l'art, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on ne peut pas décider à chaud. Il faut un certain laps de temps pour avoir du recul sur ce qui est en train de se produire, pour pouvoir après éventuellement trancher. Donc, en tout cas, moi, je pense que les artistes existeront toujours. Il va peut-être falloir se réinventer, mais dans l'histoire, ça s'est produit plein de fois. Et je suis d'un naturel plutôt optimiste. Est-ce que c'est pas justement la meilleure des choses qui puisse arriver à un artiste que d'être challengé quelque part comme ça par l'irruption d'un phénomène comme l'intelligence artificielle qui va obliger l'artiste à se redéfinir et à avancer? L'artiste, il est forcément challengé par tout ce qui peut se passer autour de lui, par la société en règle générale, que ça soit les progrès technologiques ou que ça soit les changements politiques ou que ça soit même les changements climatiques ou tout un certain nombre de choses. Donc de toute façon, l'artiste, il est au cœur de la société et ce qui est intéressant, c'est d'avoir son point de vue, d'avoir son regard, d'avoir peut-être sa manière de penser qui est peut-être un petit peu décalée par rapport à l'ensemble de la société, et c'est ça qui va être intéressant, et sur les progrès technologiques de la même manière que sur n'importe quelle autre problématique. Enfin, ça, je pense. Ouais. En tant qu'historien d'art, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est appelée à faire
partie de cette histoire-là, ou est-ce que c'est un phénomène qui finalement sera digéré par l'avancée normale des choses et dont on ne gardera pas tant de traces que ça en termes d'histoire de l'art? Moi, je pense qu'on en gardera des traces comme étant l'apparition d'un nouvel outil qui a servi peut-être certains artistes, peut-être même pas tous, et de toute façon, on va encore continuer de faire de la peinture, on va encore continuer de faire de la sculpture avec des moyens techniques traditionnels. À l'école d'art, juste à côté, on a tout un panel de production qui peuvent aller des techniques et de pratiques qui ont quasiment 2000 ans jusqu'à des techniques qui sont toutes récentes. Et tous ces outils sont à la disposition des étudiants pour pouvoir produire. Donc non, pour moi, c'est un outil comme la caméra vidéo ou la peinture en tube ou le crayon. Alors je vois Elisa Larrière juste à côté de vous qui acquiesce. Si vous pouvez lui passer le micro afin qu'on lui demande son avis sur tout ça. Donc Elisa Larrière, qui est diplômée de l'ENSAT, qui est créatrice d'univers interactifs, designer graphique, elle travaille sur le jeu vidéo, le décor, le son, la photo, la modélisation 3D. En vrai, j'aurais pu inviter qu'elle parce qu'elle a l'air de tout faire en même temps. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui vient d'être dit par rapport au danger que peut représenter l'intelligence artificielle dans le champ de l'expression artistique? Vous pratiquez beaucoup la photographie, c'est une expression artistique qui est particulièrement quand même pas menacée, mais en tout cas il y a une intrusion assez forte de l'IA là-dedans. Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout, vous en tant que créatrice d'images? Alors, on a eu la même chose, de se dire on n'aura plus besoin de photographes parce que maintenant tout le monde a un appareil photo en fait, même avec son smartphone on peut venir prendre des photos. Ça fait pas d'une personne qui a un smartphone un photographe en fait, et donc je pense que c'est un artiste a une vision, a un travail, est ancré dans la société, la ressent, va la transformer, enfin ce que disait Olivier. Et en fait, il peut pas, il serait pas remplacé. Dans ce cas, il y aurait plus d'artistes depuis bien longtemps. Enfin, il y aurait plus de peintres non plus parce qu'on aurait arrêté de faire de la peinture parce que c'était plus facile de faire de la photographie. On arrêterait de faire de la photographie parce que c'est plus facile de le faire avec de l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, ce remplacement, il est pas. Je m'inquiète pas. Et les images qui vont être créées justement par des personnes qui sont pas artistes en se disant voilà, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui permet à n'importe qui de pouvoir créer des images, mais les gens ne vont pas pour autant créer de bonnes images. Les artistes ont quand même, qu'est-ce qui est une bonne image, de pouvoir créer l'image, d'avoir le point de vue technique sur une image, de comment on va la fabriquer, de choisir une composition. Et ça, on ne peut pas vraiment le laisser au random, à l'aléatoire. C'est vraiment des choix que l'artiste fait et qui ne sont pas négligeables. Et donc pour moi, même une personne du coup lambda qui va créer une image, elle ne sera pas d'aussi bonne qualité que si un artiste la créait elle aussi avec une IA. Donc si je vous suis bien, pour vous, c'est vraiment l'intention de l'image qui est plus importante que le résultat final finalement. Oui, pour moi, c'est ça. Et de comment, qu'est-ce qu'on va y mettre, comment on va la construire, en réfléchissant, à qu'est-ce qu'on veut lui faire dire à cette image, comment on va le faire, en faisant des choix techniques, et pas juste, j'écris un prompt, et le résultat, il sera forcément bon, sans le retravailler et pouvoir repasser sur ce... Donc, ce qui est intéressant, et vous rebondissez sur ce que disait Olivier Ageron, c'est qu'on a l'impression quand même que tout ça est assez cyclique, de la même manière que la photographie n'a pas tué la peinture, l'intelligence artificielle ne va rien tuer non plus. Tout va continuer à survivre. Pour moi, je pense que oui, tout va continuer à survivre, mais d'autant plus que, comme c'est un outil, comme le disait Olivier, pour moi, ça me paraît même logique que maintenant, l'intelligence artificielle soit intégrée directement au logiciel de retouche de photographie comme Photoshop ou de création d'images aussi, professionnel, Illustrator aussi commence à le faire. Et pour moi, c'est une suite logique parce que on va pouvoir retravailler l'image, la photographie, on va toujours retravailler la photographie, même que ce soit la composition, les contrastes, etc.
Et donc, ça va pouvoir, en fait, ça vient comme un outil qui va venir nous amplifier, pouvoir améliorer la qualité même des images qu'on produit. Et donc, oui, c'est un outil très puissant pour les artistes et c'est pas une... Enfin, faut pas le voir comme quelque chose de négatif qui va nous enfermer ou qui va nous remplacer. Donc, voilà. Est-ce que pour l'art, c'est une bonne chose, qui est un outil comme l'IA, qui est un outil quelque part de démocratisation de l'expression artistique, de la même manière que, comme vous le mentionniez, le smartphone a permis de prendre plus facilement des photos. Est-ce que c'est bon pour l'art, qu'il y ait des outils très démocratiques comme ça, qui permettent à tout un chacun de s'emparer de l'expression artistique? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas mauvais. Il y aura toujours. Et maintenant, on vit dans une société où tout le monde produit beaucoup d'images, même de la vidéo, même avec TikTok, etc. Maintenant, c'est très démocratisé de produire du contenu, même pour n'importe qui. Et bon, si ensuite ça peut faire des vocations, enfin, ou justement, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que les gens, peut-être, enfin, d'avoir plus de recul sur les images qui vont être produites, de pouvoir sensibiliser à qu'est-ce qu'une bonne image, comment on construit une image. Et même, il va y avoir la question peut-être plus pour tout ce qui va être des fausses images, pour les médias, etc. Ça, c'est peut-être plus des questions qui seraient inquiétantes pour le futur de la création avec les IA, plutôt que de est-ce que ça va remplacer les artistes ou non. Alors on parlait d'outils de démocratisation de l'expression artistique. Il y a un outil de démocratisation de l'art qui existe et qui s'appelle la Muse. Je vais vous demander s'il vous plaît de passer le micro à Bart Lamirois qui est juste à côté. Donc Bart Lamirois qui est enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'université de Reims, mais qui a passé une grande partie de sa carrière donc à Artem et qui est donc co-créateur de la Muse. Alors, est-ce que vous pouvez, Bart Lamirois, nous présenter un petit peu cette expérience qu'est la Muse, qui est vraiment quelque chose d'assez piquant et d'assez particulier en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si c'est piquant, mais la Muse a germé dans l'esprit d'une artiste peintre, qui est d'ailleurs une ancienne diplômée de l'école d'art, qui un jour est venue nous voir avec une idée de création de logiciels pour l'aider dans son processus créatif. Donc Emmanuelle Potier, elle s'appelle, elle travaille toujours sur la notion de contrainte dans la création. Et elle voulait un outil qui, en gros, soit capable de lire dans ses pensées, de s'approprier ses goûts et ses envies, pour lui suggérer des choses à peindre. Et elle ne voulait pas que ce soit un outil ennuyeux, elle ne voulait pas que le produit soit prédictif, et elle ne voulait surtout pas que le produit, le logiciel, soit trop parfait, de sorte à provoquer de la réflexion, provoquer du questionnement, provoquer de l'inspiration, pour qu'ensuite elle s'en approprie pour produire, elle est artiste peintre, donc produire une peinture avec des pinceaux et puis de la peinture sur de la toile. Et donc on a commencé à travailler ensemble pour voir comment des outils qu'on appelle de l'IA, moi parfois je refuse d'utiliser ce terme-là, pour produire de la surprise, pour produire des images dont un artiste peut ensuite s'inspirer, mais qui sont déjà nourries par finalement le monde imaginaire ou le monde des contraintes artistiques de l'artiste. Donc c'est un artiste qui nourrit en temps réel une intelligence artificielle, ou quel que soit le terme que vous lui donniez. Ouais. Quel terme vous utilisez d'ailleurs si vous n'utilisez pas intelligence artificielle? On a 2 heures là de... récemment j'ai découvert le terme MAD, M-A-D, qui est un sigle anglais qui M pour Machine Learning, A pour AI, Artificial Intelligence, et D pour Data. Et en fait, c'est ce triptyque-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'algorithmique, il y a beaucoup de mathématiques, il y a beaucoup de choses qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui sont en fait du machine learning. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est seulement et uniquement les logiciels qui sont conçus pour tromper l'être humain, pour donner l'impression d'être intelligent, mais dans ce but précis. Par exemple, ChatGPT est une intelligence artificielle, parce que son but est de faire
croire qu'il est aussi malin, aussi intelligent qu'un être humain. Concrètement, la muse, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, la muse se base sur 3 types de données, 2 qui sont visibles, une partie qui est invisible. Le principe de fonctionnement est assez simple. L'artiste va prendre une œuvre d'art qu'elle trouve intéressante, inspirante, utile. Ça peut être, pour dire des banalités, on prend la Joconde, parce que mais ça peut être aussi un Miro, ça peut être aussi un Velázquez, ça peut être aussi autre chose, ça peut être aussi le dessin que sa fille a produit à 4 ans et qu'elle trouve très joli en termes de composition, peu importe. On prend quelque chose qu'on considère comme une œuvre, et puis on va prendre par ailleurs une image quelconque qui évoque des choses près de l'artiste. Le jardin d'enfance où elle a passé du temps, ou son école primaire où elle a souffert, ou peu importe. Et l'intelligence artificielle va analyser l'œuvre d'art, en essayer de comprendre la composition et identifier des objets dans cette œuvre d'art qu'elle va transposer dans l'autre image. Et puis finalement, les objets, elle va les substituer. Et là, c'est la troisième partie, c'est que l'artiste au préalable aura nourri l'intelligence artificielle avec des objets qui lui sont propres dans son projet de création. Par exemple, je pourrais avoir un projet de travailler sur des personnages de Marvel ou du monde d'univers de Marvel, donc on va nourrir l'intelligence artificielle avec ces objets-là. Et donc, du coup, l'IA va combiner tout ça pour produire une image qui va être le mélange de ces 3 facteurs. Donc c'est une image qui convoque émotionnellement l'image de base, mais en l'enrichissant un petit peu avec... ça donne des résultats qui sont une bonne source d'inspiration pour l'artiste que vous mentionniez, à savoir Emmanuel Potier. Elle s'en sert maintenant tout le temps. Elle n'utilise que ça. Et ce qu'elle décrit dans le processus, c'est que en fait, l'image qui lui est renvoyée la surprend toujours. Et elle va commencer à essayer de comprendre pourquoi cette image lui est renvoyée. Et en fait, en essayant, donc, son processus, c'est de la reproduire, cette image, en peinture, mais sans être photographiquement fidèle. C'est-à-dire qu'elle va voir des structures, elle va voir des choses dans l'image produite, qu'elle va ensuite reproduire sur ses toiles, qui vraiment lui évoquent des choses, qui lui font... vraiment travailler, et sa réflexion évoquer beaucoup d'émotions, parfois des émotions très très fortes. Et ce qu'elle dit dans son processus, c'est qu'elle ne peut donner un titre à son œuvre qu'à la fin, parce qu'en fait le titre est aussi l'expression du processus de lecture et d'interprétation de l'image qui a été fournie. Donc on vous encourage vraiment à vous essayer à la muse, donc la muse, L-A-M-U-S-E en un seul mot, ça se trouve très facilement et ça permet de générer des images avec le processus qui vient d'être décrit par Bart Lamirois. Ça a beaucoup fait parler cette initiative, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de médias nationaux qui se sont intéressés à l'initiative. Il y a eu un petit peu de retours intéressants, oui. C'était assez intéressant de ce point de vue-là, oui. Alors on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes nourris à l'intelligence artificielle. J'ai vu passer un robot qui s'appelle Frida, par exemple, qui est capable maintenant de peindre directement avec un bras articulé. J'ai vu aussi le collectif Obvious qui veut créer son propre algorithme de création. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une démarche qui est un petit peu similaire à celle de la muse. Pour vous, est-ce que... une intelligence artificielle, et la muse en particulier, est capable de remplacer un artiste, ou bien il n'y a rien à faire? Est-ce que, comme Élisa Larrière ou comme Olivier Ageron, vous pensez que quand même le geste de l'artiste et l'intention de l'artiste restent primordiaux dans cette activité-là? Moi, je suis informaticien. Merci Bertrand. Non, mais je pense que oui, s'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas d'art, mais ça c'est mon avis personnel. Et puis j'irai même plus loin. Je pense qu'il est urgent qu'on arrête d'utiliser du vocabulaire homocentrique sur les IA, parce que les IA ne pensent pas, les IA ne savent pas, les IA... Non, ce sont des algorithmes qui sont des machines déterministes qui, quand on lui donne une entrée, va systématiquement produire la même sortie. Et c'est peut-être ça, là-dessus aussi, qu'on doit
travailler collectivement. Et du coup, je rejoins clairement ce qui a été dit avant. C'est un outil. Voilà, un pinceau ne peint pas. C'est l'artiste qui tient le pinceau qui peint. Je propose justement qu'on passe la parole à un artiste qui est juste à côté de vous, qui est Ivan Yakouchev, donc qui est un artiste multiforme, qui est enseignant, qui est né à Moscou et qui est actuellement en résidence à l'ENSAD, et donc qui lui intègre clairement l'intelligence artificielle dans son processus créatif, véritablement comme un outil. Ivan, merci de nous avoir rejoints. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité artistique et la manière que vous avez d'y inclure l'intelligence artificielle? Bart va faciliter les échanges en traduisant un petit peu tout ça au fur et à mesure. Well, thank you so much for inviting me, and sorry for not speaking French still. Voilà, merci de m'avoir invité et désolé de ne pas parler français couramment. I prepared like a short presentation. It will be 5 minutes in English, and I will answer your question in it, and also it will be a reflection on relations between artists and AI. Voilà, donc j'ai préparé une petite présentation qui dure à peu près 5 minutes, dans laquelle je vais développer un peu tout ça, qui va permettre de répondre à la question entre les relations entre l'humain et l'IA dans ce travail. Questioning relationships between AI and traditional artists, it's interesting that now we need to add this traditional artist, yeah, meaning not using AI. Déjà, c'est flagrant de devoir dire que quand on va comparer la pratique de l'IA avec des artistes traditionnels, qu'on est obligé d'affubler déjà les artistes avec le terme traditionnel. So, job replacement and style theft by using data without approval are the most hot topics in this area. And from my perspective, as a someone who's on evil side of the barricade, someone who switched to AI as a main field of work for the past years, AI is never a replacement, but the tool. And Okay. Donc, une des choses qui est vraiment une discussion très importante en ce moment, c'est la facilité que l'IA a finalement de voler les styles ou les expressions visuelles de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose auquel vraiment on travaille collectivement et qui est important. Mais d'un autre point de vue, moi, je suis intimement défenseur du point de vue que l'IA ne remplacera pas l'humain. C'est juste un outil dont l'artiste pourra se saisir. And this tool gives possibility to generate completely new kind of form in completely new creative process, and it actually raises the same old ethic questions about copying that have always existed with any tool before. And donc voilà, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, qui permet vraiment des expressions totalement nouvelles, et c'est un terrain à explorer. Et finalement, dans le fond, pose une question que l'art a toujours posée avec n'importe quel outil, c'est celui de la copie, où situe la limite entre la copie et le plagiat et l'inspiration. If you don't want to just copy some other artist, then don't copy some other artists. Si vous ne voulez pas copier, ne copiez pas. If you put more into your art than just cool visual style, then you can't be copied with AI. It's as simple as that. Si vous rajoutez vraiment votre propre style, votre propre style dans une œuvre, l'IA ne peut pas vous copier. And with my background as graphic designer, I know that you can be limited to the same font, the same images, maybe the same colors, but you can have within this limitation completely different results with your approach and with your inventions. Comme designer graphique, je sais très bien, et on sait très bien que vous donnez les mêmes contraintes de police de caractère et les couleurs. Finalement, ce qui va être produit par des graphistes va être complètement différent. Pourtant,
ça se base sur le même vocabulaire visuel à la base. Et Furthermore, I believe that this moment has a lot in common with birth of photography, and as invention of photography didn't replace painting, but rather evolved and re-evaluated, the same transformation awaits all affected mediums now, and that's a good thing. donc, pour moi, c'est à comparer avec l'arrivée de la photographie, qui n'a absolument pas remplacé la peinture. C'est juste, ça donnait d'autres contraintes, d'autres objectifs, et ça a permis d'évoluer ou de développer une forme d'art, mais ça n'a pas remplacé la peinture. Et ici, avec les IA, ce n'est pas juste l'image, c'est en fait toutes les formes d'expression qui vont être impactées parce que l'IA peut s'appliquer à plein de contextes. And I want to speak about my own experience, finally. I work with video generation, and that's a cutting-edge zone of artistic implementation of AI. I think everyone here saw those demos of Sora online service with these long, lifelike videos that make you so shocked with their quality and easy to use and easy to create them. Donc, moi, ma forme d'expression, c'est la vidéo. Et donc, voilà, on est tous bluffés par ce que les outils actuels, dont Sora par exemple, nous permettent de créer avec une qualité absolument extraordinaire. Et donc, c'est l'outil dont je me sers pour faire mes créations. But with my interest in experimental film and in underground art in general, I'm rather excited about development of alternative tools, which already give very powerful and complex approach to producing forms. The limitation and tricky ways to play with this limitation, for example, ways to construct long motion with models trained only on 25 frames, push us to work as a magician who create visual tricks in a way how Georges Méliès worked 100 years ago. Donc il fait référence à Georges Méliès parce que faut que je me oui, donc lui son attrait est quand même de l'expression underground et expérimentale. Voilà. L'approche expérimentale avec les outils et l'art underground, c'est quelque chose qui le nourrit. Et donc, finalement, aller chercher la limitation et les limites de ces outils-là, parce que ces générateurs de vidéos ne savent pas fabriquer des séquences très longues, ou aller travailler avec 25 images pour ensuite créer des choses plus complexes, l'oblige à faire preuve d'énormément de créativité, de pousser les limites des outils, et donc d'agir comme un magicien et référence à Méliès à ce niveau-là. I build specific workflow algorithms for different ideas, using as my materials combination of different models, texts, photos, videos, and elements that I train myself on specific data. Donc ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire qu'il va combiner des éléments textuels, des éléments visuels, qui va connecter ensuite avec des algorithmes, et puis il va faire un dessin comme ça de résultats d'un outil qui vont nourrir un autre outil, et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu les flèches, et ça c'est sa matière de travail première. These workflows combine black box zones, which are surprisingly random, even oracularly sometimes, integrated in overall algorithmic thinking. Donc ça pousse à concevoir le cheminement de façon algorithmique, mais en fait, il y a souvent des événements ou des effets non attendus. Donc, quand on utilise des outils de cette façon-là, parfois il y a des résultats inattendus, ou parfois même des effets d'oracle, comme il évoque. I love this combination of precise control and complete chaos that I'm facing each time during my work. This way I have a lot of direct human touch, and also I'm making editing and sound in very traditional way.
Donc il adore dans ce travail-là le côté qui est à la fois extrêmement structuré et presque mathématique de la juxtaposition de l'enchaînement des choses, mais le côté purement chaotique qui émerge du fait que les choses ne s'emboîtent pas forcément comme il a attendu. Et donc il y a vraiment du coup un besoin d'édition manuelle derrière, avec des outils d'édition plus classiques, pour finalement aboutir au résultat qu'il souhaite. And could you scroll down to some videos now? So when you create videos this way, it's a little bit like writing a poetry when you try to find some right word right now to move on with specific with what you have already. And traditional montage is very limiting for the material that you have already, but this way you can improvise a lot being in this inspired state, and that's very different approach for creating video that wasn't possible before. Donc il rapproche un peu sa façon de travailler avec de la poésie. C'est-à-dire que quand on écrit un poème, à un moment donné, pour maintenir la rythmique ou maintenir l'état d'esprit, il faut trouver le bon mot. Et le bon mot, il s'impose presque, ou il est contraint par ce qui a déjà été écrit avant dans le poème. Et finalement là, c'est un peu le même principe qu'on n'arrive pas à atteindre avec de l'édition d'images classiques. Et du coup, le fait d'avoir des propositions comme ça faites par l'IA crée une très forte richesse et un outil qui permet justement, par itération successive, de trouver le bon mot ou le bon rythme. And I enjoy specific relationship between author and material that we have with AI, because, for example, with traditional animation, you create every frame by your heavy work, and with found footage films, you can just work with some archive or webcams, but with AI footage, you combine these very contradictory qualities at the same time, because you created this material, it's something that you made, but at the same time, it's so surprising, it's so foreign, it's like you found it at the same time. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir traduire fidèlement. Mais ce qu'il apprécie beaucoup dans ce processus, c'est la relation entre l'artiste et le matériau, et avec l'interposition de l'IA. Et donc, il a évoqué le fait que dans l'édition ou la création classique, déjà, l'animation classique, c'est l'artiste qui dessine tous les plans de façon assez intense, hein, ça demande énormément de travail, mais il parlait aussi du fait qu'on peut faire des montages avec du footage, donc des bouts de matériaux primaires, par exemple des webcams. Et donc, du coup, on travaille avec des qualités d'image qui peuvent être très, très différentes. Et d'après ce que j'ai compris, le fait d'avoir de l'IA permet de mieux fusionner différentes sources et de créer des choses. Mm-hmm. Another reason why I use open source tools and not online services is because these online services work well, but they work too well. And donc il insiste à utiliser des outils libres, donc open source, et donc des outils libres sans aller dans des services en ligne plus commerciaux, pour une raison qui pour lui est importante, c'est que les outils en ligne fonctionnent trop bien, ils sont trop parfaits. Mm-hmm. And I find my joy in a contradictory combination of broken and precise, well-known and obscure and unsafe ground where everything is so real and so fake at the same time. Okay, donc voilà, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est de combiner des choses qui sont bien construites avec des choses qui sont mal construites. Il y avait une autre référence que j'ai oubliée, mais disons que la perfection de ce qui est renvoyé par les outils de haut de gamme, tout est parfait mais fake en même temps, faux en même temps,
tandis que lui, il est plutôt sur la combinaison entre des choses qui sont très détaillées et des choses qui le sont moins. So, sorry again for English and for taking so much time, because with translation it's twice longer, and I just realized that. So, It was twice interesting. There's no problem. Oh, thank you. So, to end it, I just want to say that AI is a giant. And this giant could crush you, but also this giant allow you to stay on his shoulders. And I think everyone in creative industry can find his way how to do that. Donc voilà, il nous remercie. Il s'excuse parce qu'il n'avait pas réalisé qu'avec la traduction, il prendrait 2 fois plus de temps. Mais voilà, en conclusion, l'IA, c'est vraiment quelque chose de géant. C'est un géant qui peut vous écraser. Mais comme le dicton dit, hein, en fait, on s'élève en se mettant sur des épaules des géants. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'IA. J'aimerais bien qu'on fasse intervenir à ce stade de cette discussion 2 étudiants qui sont dans le public. Donc c'est Mathias Escalante et Dina Dati. Vous êtes juste derrière, là, je vous vois. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, sur l'assise qui est juste là? Alors Mathias et Dina nous ont fait le plaisir de nous rejoindre, et s'ils nous rejoignent, c'est aussi parce qu'ils ont travaillé tous les deux sur l'exposition, donc que vous pouvez voir sur l'écran, donc sur l'e-musée qui est juste devant moi, ou sur les supports qui sont aussi au rez-de-chaussée. Et j'aimerais bien vous entendre un petit peu par rapport à tout ce qui vient d'être dit. On a quelqu'un ici qui travaille avec beaucoup de technologies. Vous travaillez pour Mathias plutôt dans la gravure. Dina a plutôt travaillé sur la photographie dans ce qu'elle nous a proposé pour l'exposition. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une vraie convergence entre vos manières de travailler, même si c'est traditionnel d'un côté et technologique de l'autre. J'ai entendu parler de création, de chaos, de surprise. Est-ce que vous vous sentez assez proche, finalement, dans la démarche de quelqu'un comme Ivan qui travaille avec de la technologie, alors que vous travaillez de manière plus traditionnelle, entre guillemets? Moi, personnellement, dans ma pratique artistique, j'utilise beaucoup d'outils de transformation, tels que Lightroom ou Photoshop. Donc j'ai l'habitude de dénaturer mon art que je produis dans l'immédiateté. Ça reste jamais vraiment naturel ce que je fais. Et moi aussi, je trouve ça très excitant, l'outil de l'IA. Notamment, par exemple, je sais que j'aimerais faire beaucoup d'animations. Je sais que ça prend énormément de temps. Et je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et j'ai pas la patience nécessaire, par exemple, pour m'y mettre maintenant, alors que j'ai très envie de m'y mettre maintenant. Et donc, savoir qu'un outil peut m'aider à faire ce que j'ai dans la tête en 1 heure ou 2 journées, je trouve ça assez cool quand même. C'est cool, quoi. Oui, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important pour vous qui êtes en train, donc vous êtes étudiante à l'ENSAD, hein, c'est important pour vous d'apprivoiser cet outil-là aussi, qu'est l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est déjà intégré, que c'est un outil qu'il faut maîtriser. Je trouve ça fun. Au pire, ça marche maintenant et ce sera trop cool pendant plusieurs années. Et au pire, ça s'oubliera plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool et j'en ai pas forcément peur. Ouais, c'est ça, j'allais poser la question. Visiblement, c'est pas un truc qui vous inquiète du tout. Non, pas du tout. Mathias, même chose. Donc Mathias, c'est plutôt de la gravure. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'encore plus traditionnel que la photo. Oui. C'est quelque chose qui... Qu'est-ce que vous pensez de la présentation qui vient d'être faite, de la manière qu'a Ivan de travailler avec l'intelligence artificielle? Je trouve que c'est très cool comment il l'utilise. Après, je suis quelqu'un qui utilise pas mal de choses, à part de la gravure. C'est une des choses que j'utilise. C'est drôle parce que moi aussi, je m'intéresse un peu à l'animation. Et ça m'a permis aussi de commencer à utiliser la IA comme un outil pour animer des choses. Et je sens que c'est très cool parce que, autant que des gens créateurs, on aime bien créer des choses et des fois on n'arrive pas à voir exactement l'image ou les choses qu'on veut voir en face de nous. Et c'est cool parce qu'on a tous le même niveau, ça nous permet de tous avoir les mêmes moyens, entre guillemets. Du coup, ils nous mettent tous à la même échelle. Et je sens que ça nous aide à justement pousser nous
plus notre vision en soi, ça c'est très, très intéressant. Et après, oui, j'ai un peu peur, entre guillemets, surtout au niveau industrie, parce que je sens que peut-être à l'art contemporain, ça touche pas trop, puisque justement, c'est intéressant en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, c'est intéressant de voir un humain et voir quelqu'un comme moi qui a des peurs, des désirs, il vit dans cette réalité et j'ai envie de voir comment est-ce que lui il voit tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse, l'humain en soi, c'est l'intéressant, c'est sa vision des choses et pas forcément si c'est une belle image ou pas. Les trucs de beau ou pas beau, on l'a déjà abandonné depuis très longtemps, cette question. Et du coup, je sens que c'est me fait plus peur, surtout les grosses entreprises comme capitalisme, dans le sens que peut-être ils vont vouloir l'utiliser justement pour enlever du travail à des écrivains ou des illustrateurs ou des choses qui sont plus au niveau des commandes, peut-être. Moi, c'est ça ma opinion. Au moins, je ne pense pas que ça va remplacer complètement, mais peut-être que ça va enlever un peu des travaux. Juste ça. Ouais, ça va affirmer le statut de l'artiste, on va dire, mais il y a certains travaux un petit peu génériques de commandes qui vont en pâtir de cette intelligence artificielle, d'après vous, quoi. Oui, qui va avoir moins en tout cas, ou ça va avoir une transformation. Après, je suis très positif en même temps, du coup, je sens qu'on s'adapte à chaque fois, mais voilà, peut-être que ça va faire une espèce de saut, voilà, une espèce de shoot, voilà. Et voilà quoi. Ouais. Donc une petite inquiétude, mais qui n'est pas bloquante dans le processus créatif, quoi. Visiblement, ça n'empêche rien. Pas du tout. Non. Moi, j'adore tout ce qui était en train de passer, les trucs de Sora aussi. J'ai vu ce qui c'est capable et j'ai resté avec la bouche ouverte. Et ça m'a trop. Mais en même temps, c'est un outil. C'est comme on peut tout savoir ça. Mais par exemple, on peut tout savoir les effets pour faire un film comme Christopher Nolan, mais on n'est pas Christopher Nolan. C'est qu'il faut avoir la tête de Christopher Nolan et avoir tout ça. Du coup, finalement, c'est un game changer, mais il faut être au niveau de l'outil aussi. Ça, voilà. Vous mentionniez, Mathias, le roman. Je propose qu'on passe la parole peut-être à Maxime Amblard qui est juste là. Alors Maxime Amblard qui est enseignant-chercheur en intelligence artificielle et en traitement automatique des langues, donc au Lauréat et à l'IDMC. On a beaucoup parlé jusqu'à présent d'art graphique. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art à votre sens, et en particulier l'écrit, par exemple pour le roman, pour la nouvelle, pour ce qu'on veut, pour le scénario, qui pourrait pâtir pour le coup de l'émergence de l'intelligence artificielle dans le champ de l'expression artistique? Alors je vais faire un peu le mauvais dans ce panel. C'est toujours bien d'avoir ça dans un panel, c'est parfait. Sur l'intelligence artificielle. Alors pour répondre à la question, enfin, le processus créatif derrière la production littéraire est en soi un processus créatif. Donc une grande majorité des choses qui ont été dites sur les productions artistiques précédemment valent pour de la même manière. Donc, puis c'est pas mon domaine de compétences, donc je vais me garder. Pardon, je vais me garder de dire beaucoup de bêtises. Cela dit, il y a dans la manière dont les différents intervenants ont posé l'intelligence artificielle jusqu'à présent, il y a l'idée que ça ne serait qu'un outil, et un outil super cool, parce qu'un outil très capable, et donc on peut s'en saisir dans un processus créatif. Mais bon, c'est aller un petit peu vite sur la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, que Barthes a commencé à remettre sur le fait que c'est d'abord des outils génériques d'informatique qui cherchent à imiter des compétences humaines. Et surtout, c'est oublier le fait que c'est pas un outil neutre. C'est pas un outil de la même manière qu'un appareil photo est un outil pour la création ou qu'un pinceau est un outil pour la création. Quand on décide d'utiliser une intelligence artificielle, quand on décide d'utiliser une intelligence artificielle, on décide d'embrasser le point de vue qui est produit sur l'organisation de la société, qui est intrinsèque à l'outil tel qu'il a été entraîné et tel qu'il est défini. Donc choisir de l'appliquer, c'est choisir de se soumettre à ce qui est les biais fondamentaux de cet outil.
Alors vous allez me dire, oui, les pinceaux ont aussi des biais, il y en a des petits, des grands, on va décider de prendre un petit, un grand, mais ça ne construit pas un discours sur ce qu'est la vision de l'artiste, en l'occurrence, vis-à-vis de la société. Or, ce qui est clair, c'est que là où les outils informatiques et les outils d'intelligence artificielle ne doivent être que des outils, c'est exactement à cet endroit-là, quoi. Il faut arriver à comprendre ce qu'ils nous permettent de produire et ce qu'ils ne nous permettent pas de produire. Et j'ai entendu dans beaucoup de choses qui ont été dites un manque de connaissance de ce qui est vraiment en jeu derrière la création de ces outils. Alors, ce n'est pas un manque de connaissance, je dis ça de manière très sympathique, hein. C'est un manque de connaissance qui vaut pour le grand public. À part quelques spécialistes qui travaillent sur ces questions d'intelligence artificielle, de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce que sont les biais dans les modèles d'intelligence artificielle, ce n'est pas une question qui est massivement saisie actuellement. Et finalement, y compris dans les outils qui ont été montrés, que vous utilisez dans votre production, il y a des choses qui ne relèvent pas du tout de l'intelligence artificielle, qui sont simplement des outils de l'informatique, enfin de ce qu'on appelait avant l'informatique, et une informatique tout à fait usuelle, traditionnelle, qu'on maîtrise et avec lesquels on sait faire des choses. Pardon, j'aimerais quand même rebondir sur ce que vous êtes en train de dire là. J'ai deux questions déjà. Est-ce que, donc déjà, pour vous, visiblement, c'est un acte politique que d'utiliser ou pas une intelligence artificielle? Ça, c'est le premier versant. Voilà. Fondamentalement. Et la deuxième question que j'ai, une fois que vous aurez peut-être un petit peu creusé cet aspect politique-là, c'est est-ce que vous mettez au même niveau les IA open source que va utiliser Ivan et celles qui sont plutôt d'ordre privé et qui peuvent effectivement découler d'une certaine vision capitaliste du monde? Alors, fondamentalement, c'est fondamentalement un acte politique que de décider d'utiliser un outil ou un autre, en particulier avec les outils d'intelligence artificielle sur lesquels assez peu de gens sont informés de leur contenu réel. Alors, c'est peut-être plus simple d'aborder ce point avec le texte plutôt qu'avec l'image, puisqu'il y a une notion un peu plus floue dans ce qui est produit avec l'image. Avec le texte, c'est très clair. Les outils d'IA générative, donc qui produisent du texte type ChatGPT, dont il a été fait mention précédemment, ce sont des outils qui sont alors d'abord construits avec un ensemble de données volées à la communauté. C'est une vraie question. Ah, c'est une réalité. Sur des données qui ne sont pas forcément des données qu'on aurait envie de voir utilisées, y compris des données personnelles, y compris des données médicales, tout un tas d'informations qui relèvent de comment l'individu interagit avec la société. Et quand on utilise ou quand on essaye de regarder comment ces modèles se comportent, on voit qu'ils sont massivement biaisés. Alors, c'est absolument pas une surprise quand on a un peu de connaissances sur les questions mathématiques qui sont derrière la construction de ces modèles, parce que c'est des modèles qui cherchent à se stabiliser. C'est des modèles qui sont principalement des distributions de probabilité, et on cherche à stabiliser des distributions de probabilité. Et ce qui est fort dans la distribution des données, c'est justement les endroits où les données sont biaisées. Donc plus on va avoir un biais dans les données, et plus le modèle va avoir mécaniquement tendance à aller à cet endroit, parce que ça va globalement accélérer sa stabilisation. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on utilise des outils qui disent une vision du monde dans laquelle, alors sur la question du genre, les femmes sont à la cuisine et s'occupent des enfants, et les hommes sont au travail. Je ne suis pas sûr que ça soit la vision de l'organisation de la société qu'un artiste a envie de défendre quand il décide d'utiliser cette IA. Et c'est quand même ce qu'il y a dedans. Et donc ça vaut pour le genre, mais sur la question, la question des personnes racisées, c'est encore plus fort. C'est-à-dire ChatGPT, et ça vaut pour plein d'autres IA génératives, conforte la vision du monde des hommes blancs de 45 ans, dont je suis,
Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, plus vous utiliserez ces outils d'intelligence artificielle, plus vous renforcerez ma position, parce que ce sont des outils qui sont ma vision occidentale d'homme blanc de 45 ans avec des enfants. Et peu importe, un artiste peut trouver que c'est raisonnable d'utiliser cet outil, ou au contraire que c'est c'est une manière d'embrasser une vision politique d'utiliser cet outil. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le discours collectif qui est porté, je ne suis pas sûr que ça soit un élément qui soit particulièrement saillant dans l'acte d'utiliser telle ou telle intelligence artificielle. Dina, est-ce que vous pouvez passer le micro à Ivan? Parce que je serais curieux de savoir quand même ce qu'il peut penser de ce qui vient d'être dit là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Maxime Amblard sur le fait de créer à partir d'images volées mais vous utilisez des intelligences open source. C'est là aussi un acte politique pour vous, j'imagine. I think that maybe I have a very anarchist view on data and copyright. J'ai une vue très très anarchiste sur ce qui est le copyright ou le droit d'auteur et la donnée. So when I think about open source tools and sometimes it could have shady data sources. For me, it's still working with collective cultural heritage of humanity and historical heritage of humanity in general that move humanity forward. Donc même si c'est entraîné sur des données douteuses, ça reste des données qui appartiennent à l'humanité. Et donc de créer à partir de ça ne lui pose pas de problème. But if we think about commercial services like Microsoft DALL-E, like maybe Midjourney, stuff like this, when they make their money on selling the result of that as a service, then I have more ethical questions about that, but I myself don't use the services, so it's easier for me. So, voilà, il se pose vraiment des questions éthiques sur effectivement les grands acteurs commerciaux sur les outils commercialement distribués, mais il le dissocie de sa pratique artistique, où là, la question ne se pose pas. Je suis complètement d'accord avec Maxime, mais d'une certaine manière, c'est pour ça que je suis profondément optimiste, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie est arrivée, les artistes s'en sont emparés pour les transformer, pour les rechanger, pour les utiliser un petit peu autrement. Et moi, j'ai dans l'espoir que, évidemment, il y a forcément ce système capitaliste des GAFAM qui impose une certaine forme de normes, mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas forcément d'autres IA qui seront entraînés en termes de deep learning sur d'autres types de données, avec d'autres angles de réflexion. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu optimiste. Pas complètement naïf, mais voilà. Maxime Amblard, qu'est-ce que vous vouliez répondre un petit peu à ce qui viendrait être formulé par rapport à votre vision d'utilisation de l'intelligence artificielle? Ce que j'essayais de dire, c'est que la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, construire des outils d'intelligence artificielle, quelle que soit leur taille, ça se fait nécessairement sur un volume de données qui n'existe pas de manière propre. Et alors, pour répondre à une des questions, une des toutes premières questions sur quel moment on est en train de vivre et qu'est-ce qui restera du moment qu'on est en train de vivre dans le futur. Donc, est-ce que l'IA s'inscrira dans l'histoire de l'histoire de l'art d'une manière ou d'une autre? Il faut savoir rester vraiment humble par rapport au moment qu'on est en train de vivre. L'IA est quelque chose est un outil technique et technologique qui a débarqué de manière très contemporaine. On est en train de vivre le moment de son explosion et on regarde
avec un enthousiasme, y compris de mon côté, hein, enfin, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, le fait que des possibles émergent de tous les côtés sur un tas de questions auxquelles on n'avait pas pensé et sur lesquelles on va pouvoir réaliser des choses. Mais en même temps, on est exactement comme si on était en train de regarder une courbe exponentielle. Donc, grâce au Covid, tout le monde sait ce que c'est maintenant une courbe exponentielle. Et donc, on est vraiment en train de se dire, mais c'est génial, on a une montée qui est extraordinaire. Mais on est à l'intérieur du mouvement et il faut vraiment rester humble pour pas dire trop de bêtises sur ce qui est vraiment en train de se passer et sur ce qu'il en restera. Je pense qu'il faut savoir raison garder sur l'enthousiasme qu'on peut avoir, notamment pour les questions que j'ai soulevées juste avant, sur le fait que intrinsèquement ces outils ne sont pas neutres et donc le fait de les utiliser a une conséquence. Et si là où l'artiste veut avoir une position différente par rapport à la production du reste de la société, parce qu'il construit un discours sur le monde, il doit avoir conscience que le discours sur le monde qu'il est en train de faire est biaisé par l'usage de l'IA qu'il embrasse. Mais après, au-delà de cet enthousiasme un peu fou, parce qu'on est en train de vivre un moment extraordinaire, on est peut-être en train dans le feu d'une étincelle qui n'a pas tellement d'intérêt et qui va s'éteindre assez rapidement et qui nous laissera véritablement ce qui a été présenté jusqu'à présent, c'est des outils qui sont performants pour gagner du temps, parce que vous n'avez pas le temps de faire les 24 images par seconde de l'animation, mais comme quand les ordinateurs sont arrivés, les traitements de texte ont fait gagner du temps pour produire du texte. Mais c'est très différent de pouvoir conclure qu'on n'est que face à un outil et d'avoir conscience que l'outil qu'on est en train de développer et d'utiliser est loin d'être neutre. J'aimerais qu'on passe la parole à Patrick Taforeau qui est juste à côté. Donc Patrick Taforeau, vous êtes professeur à la faculté de droit de Nancy et vous êtes spécialisé en droit d'auteur et en droit des artistes-interprètes. Et c'est important parce que voilà, il y a beaucoup de contenus artistiques qui sont générés par le biais d'intelligence artificielle. Mais finalement, quel est le statut de ces œuvres qui sont créées et comment le droit appréhende-t-il l'intelligence artificielle comme problématique ? Après tout ce que j'ai entendu, on va peut-être être un tout petit peu déçu par ce que je vais essayer de dire. Tout ce que je peux dire pour commencer, c'est que c'est extrêmement intéressant pour un juriste, puisqu'on considère que, pour ce qui est du droit d'auteur, l'œuvre, la création, c'est l'objet du droit. Et donc il faut trouver des règles qui vont s'appliquer aux œuvres. Alors ça date quand même de très longtemps. Les tout premiers textes sur la propriété littéraire et artistique datent de la Révolution française. Et à l'époque, c'était des textes très courts, 4-5 articles à chaque fois. Il y a deux décrets. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de lignes de textes, de lois, etc. Il y a quand même pour l'instant pas grand-chose, en tout cas en droit français, parce que je crois qu'on attend un peu de voir ce qui peut vraiment se passer. Alors le premier réflexe, c'est quand même, comme ça a été fait pour Internet, de qualifier ce qui se passe, qualifier les pratiques pour voir si on peut appliquer le droit. Alors, ça a été déjà le cas pour Internet. À l'époque, on se disait, alors, est-ce qu'il va falloir créer un cyberdroit pour ce cybermonde, comme si c'était un monde complètement à part. Je pense que tout ce qui a été dit avant montre bien que l'IA n'est pas un monde à part, et tant mieux. Alors, pour les choses un petit peu plus précises, pour l'instant, ça vient seulement des États-Unis, parce qu'il y a un office du copyright qui délivre des titres de droit d'auteur aux personnes qui en réclament. Alors il y a quand même des directives générales qu'il a émises. D'une façon générale, en fait, il y a deux situations extrêmes. Alors c'est intéressant de confronter ça avec tout ce qui a été dit comme témoignage. Il
il peut y avoir soit, même si c'est artificiel de le lire, mais utilisation des systèmes d'IA génératives où le système est quasiment autonome, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment très peu de prompts au niveau donc de l'input. Et puis à l'opposé, ce serait au contraire un artiste qui utilise, comme il a été dit, l'IA comme un outil. Voilà, avec la comparaison évidemment, par exemple, au pinceau, couleur, etc. pour l'artiste. Donc finalement, création assistée par l'IA, comme on a fait de la publication assistée par ordinateur. Et entre les deux, alors, il y aura une véritable casuistique pour essayer de savoir si il y a plus d'intervention humaine ou plus d'intervention de la machine qui serait plus ou moins autonome. Malheureusement, on n'a pas, de toute façon, on est toujours un peu déçu, peut-être par le droit, parce qu'il n'a pas de réponse absolue. C'est très rare. Oui, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une règle générale qui dit qu'on va analyser les choses au cas par cas, grosso modo. Ben c'est ça. Selon certaines directives. Mais bon, parce qu'on n'a pas de loi pour le moment. Donc c'est une pratique de l'Office des États-Unis pour le copyright. Et en France, en fait, on n'a rien pour l'instant. Mais ça s'explique aussi pour une autre raison, c'est qu'on obtient un droit d'auteur sans être obligé de faire un dépôt de l'œuvre. Et donc, il est quelquefois difficile de savoir si une œuvre est protégée ou non. Ça se passe assez souvent dans une action en contrefaçon, où le demandeur à l'action dit « vous avez contrefait mon œuvre, vous l'avez copiée ». Il dit ça au défendeur. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir peut-être qu'il démontre que l'œuvre est protégée. Voilà, donc c'est quand même... Là aussi, de toute façon, on est dans une matière où on parle souvent de concepts mous. Il y a même eu des thèses là-dessus par rapport à d'autres branches du droit, où là, on a l'impression qu'on est beaucoup plus rassuré par des règles extrêmement précises. Alors, au niveau de l'Union européenne, on a quand même un projet de règlement qui est très bien avancé, mais qui ne donne pas grand-chose en matière de propriété intellectuelle, parce que ça porte uniquement sur la transparence. Il faudrait informer sur les œuvres qui ont été utilisées par l'IA. Alors s'il y a des millions d'œuvres qui ont été utilisées, je ne vois pas comment on peut vraiment informer les gens là-dessus. Ce qui est quand même assez net, c'est que pour le moment, il existe une exception au droit d'auteur qui s'appelle le Text and Data Mining, qui est une exploration de textes et de données, extraction aussi, mining. Et donc, en fait, les auteurs sont obligés d'accepter que d'autres personnes puisent dans les bases de données où il y a des œuvres protégées pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc déjà, ça montre qu'il y a quand même une certaine liberté de création. Et les auteurs des œuvres préexistantes peuvent quand même s'y opposer, mais c'est après coup. C'est ce qu'on appelle en anglais un droit de opt-out. Alors que donc c'est quand même très particulier. C'est une exception au droit d'auteur, mais qui peut cesser de s'appliquer. Et tout dépend du moment auquel l'auteur va agir. Et donc en général, c'est par l'intermédiaire de sociétés d'auteurs. Pour les arts plastiques et graphiques, c'est la DSGP, Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Donc pour l'instant, a priori, le droit français se contente, entre guillemets, de regarder ce qui se passe en particulier aux États-Unis. Il y a une loi européenne qui est en train de se construire, donc on peut considérer qu'en termes de législation, c'est à venir, tout ce qui est considération autour de l'IA. Oui, c'est ça. Et quand il n'y a pas encore de loi, on peut quand même avoir des jugements, plusieurs jugements dans le même sens. Ça finit par faire de la jurisprudence qui peut quand même donner des solutions en attendant qu'il y ait une loi précise. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de loi et qu'un juge est saisi, il faut quand même bien qu'il traite la question et qu'il rende un jugement. Il ne peut pas dire il n'y a pas de loi, donc je ne vous dis rien. C'est là qu'on arrive à un constat qui est amusant, c'est de constater que
tout ce qui se passe autour de ce phénomène ultra contemporain est éclairé à l'aune de textes qui datent de la Révolution française, certes enrichis depuis, du délit de contrefaçon, qui est une notion qui est déjà existante depuis très longtemps. Donc là, on en est là pour l'instant. On éclaire quelque chose de contemporain avec des textes de base, entre guillemets, qui ont défini des grandes règles du jeu. Oui, c'est ça. Okay. Oui. J'aimerais bien savoir ce que pensent les étudiants à côté de vous, si vous pouvez leur passer le micro, s'il vous plaît, du fait de savoir qu'éventuellement vos œuvres vont nourrir des intelligences artificielles. C'est quelque chose qui vous indiffère ou bien quand même ça vous interpelle d'une manière ou d'une autre? Je sais pas, je suis pas assez connue pour l'instant. Mais si jamais ça devait arriver. Je sais pas du tout. C'est une question super importante, mais je suis pas assez renseignée de manière très précise. Je suis pas assez ancrée dans cette problématique-là pour le moment, mais je sais que c'est hyper important et que c'est aussi très grave. Donc, Mais si demain vous voyez arriver par exemple une image générée par intelligence artificielle qui concrètement ressemble beaucoup au cadrage que vous avez utilisé, à la mise en scène que vous avez utilisée, ça c'est quelque chose quel regard vous avez là-dessus? C'est quelque chose qui vous ennuie ou bien non, vous pensez, comme vous le disiez tout à l'heure, que le regard de l'artiste de toute façon finira par l'emporter d'une manière ou d'une autre? Honnêtement, de toute façon, tout ce qu'on fait, ça vient pas vraiment de nulle part. Moi-même, j'ai beaucoup d'inspiration, je crée justement parce que je me nourris de plein de choses. Donc, je pense que ça dépend du contexte, ça dépend de plusieurs paramètres, j'imagine. Si je me suis fait beaucoup d'argent et qu'il s'est fait encore plus d'argent que moi, peut-être que ça me saoulerait, mais je sais pas, ça dépend du contexte et de... Je sais pas. Moi, je pense que je suis d'accord. Parce que, dans un côté, ça pourrait nourrir un peu mon ego que quelqu'un utilise mon nom pour... Mais en même temps, je pense que les artistes vont avoir une espèce de bénéfice. Si quelqu'un type, fait moins de dessin, le style de Mathias Escalante, il a quelque chose de presque pareil de mon style, par exemple. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être avoir une espèce de constat qui disent cette personne a utilisé cet nom pour obtenir cette image, ou qui disent, mais pas d'une façon un peu, je sais pas, je vais utiliser un mot un peu fasciste, sinon surtout pour que tout le monde puisse avoir une partie du gâteau, entre guillemets, dans le sens que on est tous des artistes, on copie tous, on s'inspire toujours. En tout cas, ça ne m'arrangerait pas, comme tu as dit, Dina, s'il gagnait plus que moi, il vole un peu tout ton œuvre, c'est un peu bizarre. Mais quand même, on se regarde tous sur les dos. Hein. Je pense qu'on regarde tous l'autre, qu'est-ce qu'il fait. On prend de là, on prend par là. Mais oui, l'autre, il peut être trop direct, peut-être. L'intelligence peut juste copier directement un truc, et c'est presque pareil. Et, là, ça peut donner des conflits. Ouais. Mais voilà. J'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous laissiez votre place à deux autres étudiants qui nous ont rejoints, qui vont pouvoir nous offrir un éclairage supplémentaire alors qu'on se dirige gentiment vers la fin du débat. Mais, donc, on a travaillé dans le cadre de l'exposition Zizania avec 3 étudiants, avec Gabriel Ancio, Léo Jolibois et Romain Morel. C'est Romain qui était obligé de partir, hein, c'est ça, qui avait un train à prendre malheureusement. Mais vous êtes là tous les deux pour nous raconter un petit peu aussi. Ce qui m'intéresse dans votre démarche, donc, c'est que vous êtes étudiants à l'école des mines tous les deux. Je vous ai demandé d'utiliser, pas tous les deux à l'école des mines, vous allez nous préciser ça, de traduire des œuvres d'art avec les intelligences artificielles pour voir concrètement ce qui allait être généré. Donc vous êtes plus technicien qu'artiste, on va dire. Quel regard vous avez sur l'intelligence artificielle? Et concrètement, est-ce que tout d'un coup, vous avez kiffé d'être artiste en utilisant de l'intelligence artificielle? Je ne saurais pas dire si j'ai kiffé d'être artiste en utilisant l'intelligence artificielle, parce que je ne me suis vraiment pas senti artiste, en fait. Comme le travail était globalement de s'inspirer d'une œuvre qui avait été réellement réalisée par un artiste pour avoir quelque chose de similaire en intelligence artificielle, je me sentais juste comme un copieur et comme quelqu'un qui se battait avec un outil difficile à prendre en main, qui est l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle de génération d'images.
Donc, je ne... Ouais. Mais concrètement, est-ce que pour avoir justement manié les intelligences artificielles pour essayer de traduire les œuvres sources, est-ce que vous avez l'impression que l'intelligence artificielle est prête à concurrencer l'inspiration humaine, ou on est encore très très loin, et c'est bel et bien votre démarche à vous, en tant qu'être humain, qui a permis de construire ces œuvres générées par intelligence artificielle? Je ne dirais pas que l'intelligence artificielle est prête, mais bon, ici, depuis le début de cette table ronde, on a majoritairement parlé d'intelligence artificielle de génération d'images, également de génération de textes et d'autres choses. Je pense que l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, c'est quelques modules, quelques blocs qui sont très bons dans certains domaines, mais qui peuvent rien faire d'autre finalement. Une intelligence artificielle de texte, ça peut communiquer, ça peut écrire du texte, c'est bête à dire, mais voilà. Mais ça ne va pas faire d'image, ça ne va pas faire ce genre de choses. Une intelligence artificielle qui fait une image, on va pouvoir lui donner des sources d'inspiration, on va lui donner simplement des mots. Par exemple, on dit tu fais une maison blanche, on dit maison blanche, soleil, je ne sais pas quoi, mais on ne va pas pouvoir lui donner une idée écrite. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je pense que ce qu'il manquerait maintenant pour qu'une intelligence artificielle puisse en quelque sorte faire le vrai travail d'un artiste, ce serait de lier ces différents blocs en fait, de lier la partie entre guillemets pensée du texte par exemple, ou quand on a une conversation avec un agent conversationnel comme ChatGPT, il y a ce qui ressemble à un échange d'idées, une réelle communication, et je pense que savoir lier ça à une intelligence qui, elle, est capable de générer de l'image, c'est ça qui permettrait en quelque sorte de se rapprocher un peu plus d'un art, d'un travail artistique produit exclusivement par une intelligence artificielle. Techniquement, vous avez utilisé quels outils justement pour traduire les œuvres sources et pour en faire de nouvelles œuvres d'art? Quel genre d'intelligence artificielle vous avez utilisé dans votre démarche tous les deux? Alors, dans mon cas, déjà, je vais diviser deux types entre les intelligences artificielles commerciales et open source, ou un peu plus open source libre, comme disait tout à l'heure, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai choisi d'utiliser les deux en fait. D'un côté, une intelligence artificielle purement commerciale, trouvée sur Internet, qui n'offre pas forcément tant de choix techniques sur les différents paramètres qu'on veut pouvoir utiliser, mais j'ai également choisi d'utiliser l'intelligence artificielle très connue Stable Diffusion, qui elle donne bien plus de possibilités. On a eu une pléthore de sliders qu'on peut ajuster très précisément en fonction de ce qu'on veut faire. On peut lier plusieurs modèles entre guillemets. J'ai un peu perdu le fil sur la question. On a les différents modèles d'intelligence artificielle qui ont été utilisés. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir sur la démarche qui a été de traduire ces œuvres d'art. Il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai suivi évidemment de très près ce que vous faisiez pour la constitution de cette exposition. Il y a des œuvres qui n'ont pas pu être traduites par l'intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, puisque comme l'expliquait Léo, on a beau avoir des modules qui peuvent faire certaines choses par rapport à ce qu'on demande, mais on ne peut pas se rapprocher de finalement ce que fait un humain. Si on se rend compte qu'il y a des illustrations de l'art humaine qui n'est pas possible de reproduire de façon entre guillemets technologique avec un outil qui ne peut pas réfléchir de lui-même. Puisque du coup, comme ça a été défini, ce n'est pas quelque chose qui est intelligent, quelque chose qui est savant, c'est un outil qui a besoin d'avoir des données pour marcher, pour exister. Et c'est vrai que des illustrations comme ça, en fait, sont difficiles à reproduire si déjà on n'a pas le schéma de pensée, le chemin de pensée de la personne. Donc, pour pouvoir arriver au même résultat sans avoir du coup l'idée de comment est partie la personne, c'est quasiment pour ma part impossible. J'ai jamais réussi à reproduire en fait finalement cette illustration de graphique. Voilà. Eh bien, je crois qu'il ne me reste qu'à conclure cette table ronde en vous remerciant les uns et les autres de nous avoir apporté ces différents éclairages. Je vous propose quelques applaudissements pour tous les intervenants et la qualité de leurs interventions.